Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Hassel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresse.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le deuxième épisode du podcast Le Salon du Livre. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement après le lancement du podcast et de son premier épisode. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages et j'avoue que je ne m'attendais pas à un si bel accueil. Vos suggestions et critiques sont aussi très appréciées car elles me permettent d'améliorer le podcast pour mieux vous servir. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires et merci encore pour votre soutien. Si vous avez parcouru la presse culturelle dans l'espace francophone ces dernières semaines, vous avez sûrement vu beaucoup d'articles intitulés « La surprise du Goncourt 2020 ». Ces articles font référence à la romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal, dont le dernier roman intitulé « Les Impatientes », publié aux éditions Emmanuel Colas, est finaliste du prix Goncourt 2020. Djaïli Amadou Amal, c'est aussi une femme dont l'engagement social force le respect. Elle s'engage pour la lutte contre les violences faites aux femmes et les mariages précoces et forcés. Elle se bat aussi pour l'éducation des jeunes filles et la promotion de la lecture en milieu rural. Dans mon échange avec Djaïli, je suis accompagnée de Michel Natacha Nougoum, qui est contributrice au magazine afrolivresse.com et critique de cinéma. Plus qu'une interview, c'est un témoignage très intime avec une grande générosité que Djaïli Amadou Amal nous livre dans cet épisode. Elle revient sur son enfance et son expérience par rapport au mariage forcé et aux violences conjugales. Elle dévoile aussi d'où vient sa passion pour les livres et comment ils ont contribué à son épanouissement. Cet entretien a été enregistré dans les conditions du virtuel. Je vous prierai donc de bien vouloir m'excuser pour les quelques moments où la qualité du son n'est pas bonne. Si vous avez envie de participer au podcast, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse podcast@afrolivresse.com. Vous pouvez aussi poser vos questions par message texte ou audio sur WhatsApp au +237 6 80 81 54 24. Bonne écoute. Bonjour Djaïli. Bienvenue dans le Salon du Livre. C'est vraiment un grand honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je voudrais commencer déjà par vous connaître un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous avez grandi, quelle a été votre enfance? Voilà, c'est toujours très, très compliqué de se présenter soi-même. Bon, déjà, je vous félicite par rapport donc à l'initiative et je vous remercie également. Je m'appelle Djaïli Amadou Amal, je viens du Grand Nord Cameroun, plus précisément de la ville de Maroua. Mon père est donc camerounais, Peul de Maroua, et ma mère est égyptienne. J'ai eu une enfance plutôt heureuse entre mes parents, ma grande famille. J'ai eu la chance d'être inscrite à l'école puisque pour mon père c'était quand même l'éducation des filles, c'était une évidence et je n'ai pas senti vraiment de discrimination entre mes frères et moi, à part sur des petites choses plutôt culturelles. Du genre, mes frères avaient le droit d'aller à la mosquée et pas moi, ce genre de petites choses. Et tout a basculé. Je vais dire, je me suis rendue, j'ai été plongée très, très tôt dans la littérature. J'ai adoré les livres. Dès que j'ai ouvert mon premier livre à 8 ans, je n'avais plus qu'un seul objectif dans la vie, c'est trouver des livres.
Et pour cela, j'étais prête à tout, y compris à escalader le mur de l'église catholique voilà, parce que j'avais peur d'entrer par la porte et c'était le seul endroit où il y avait un semblant de petite bibliothèque. Et j'étais donc prête à tout pour pouvoir lire. Et en fin de compte, mon père a découvert quand même le secret parce que j'amenais mes petits frères tous les après-midi quand les parents faisaient la sieste. Et il a été très, très choqué. Et il m'a posé la question, mais pourquoi tu escalades le mur de l'église? Pourquoi tu cherches à tout prix à rentrer dans une église? Ça, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, en fait, c'est pour chercher des livres. Et là, il m'a dit, oui, mais si c'est pour chercher des livres, entre par la grande porte. Mais je lui ai dit, oui, mais c'est parce que je suis musulmane, en fait. Et donc, je me disais que je n'avais pas le droit. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu rencontres? Qui t'a raconté ça et tout ça? Donc, là, ma plus grande leçon de tolérance m'est venue de mon père et c'est lui qui m'a encouragée donc à lire, à lire, à lire. Et à l'âge de 14 ans, évidemment, j'étais dans une région où toutes les camarades de classe disparaissaient les unes après les autres parce qu'elles se mariaient. Et quand on est dans ces régions, justement, on ne voit pas, au départ, on ne voit pas de problème à ça parce que c'était la norme, en fait. Mais par contre, le fait que j'étais quand même plongée dans les livres et donc je savais ce qui se passait ailleurs, faisait en sorte que je me posais quand même des questions. Mais est-ce que c'est normal ça? Mais comment ça se fait et tout? Et puis, j'ai eu 14 ans, l'adolescence, j'étais au collège et j'étais harcelée par les prétendants. Et puis, mon père me dit, tu sais, la seule solution, en fait, pour qu'on te laisse tranquille, c'est qu'il faut que tu te fiances. Donc, voilà. Moi, est-ce que parmi tes prétendants, tu es intéressé par quelqu'un que tu aimes bien et tout? Une question, voilà, toute simple. Et j'ai dit oui. Il y avait un jeune homme qui était plus un ami qu'un prétendant. Et ses sœurs étaient mes meilleures amies. Donc, du coup, pour moi, j'ai dit d'accord, oui, ok, je vais me fiancer avec lui. Et c'était vraiment tout innocent, tout, voilà. Et ce qui est, comment dire, pour moi, que ce n'était pas un problème en réalité. Je ne m'étais pas rendu compte de ça et de ce qui se passait réellement jusqu'à ce que 3 ans plus tard, donc j'ai eu 3 ans de fiançailles. Quand on dit fiançailles, il était aux États-Unis, il faisait ses études, j'étais à Marois, je continuais mes études. On s'appelait de temps à autre et c'était très, très gentiment. C'était plus un camarade qu'autre chose. Et puis, j'ai eu 17 ans et j'étais présidente du club journal de mon collège. J'avais plein de rêves. J'avais notamment, je voulais être journaliste présentant le journal de 20h à la CRTV. Wow. Et donc j'étais présidente du club journal. Il y avait le défilé donc, de la fête du 20 mai. J'ai tenu le drapeau et puis après le défilé, le soir, il y a eu toute une multitude de personnes qui ont défilé devant notre maison, parmi lesquelles un homme politique très puissant avait déjà une épouse, avait des enfants beaucoup plus âgés que moi. Et c'était devenu une sorte de combat, de bataille. Les personnes se battaient et c'était devenu était intéressant. Personne qui allait gagner le trophée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et même qui était absolument contre, n'a pas pu me protéger contre ce mariage-là, parce que je venais d'une région où la fille n'appartenait pas qu'à sa famille, ou plutôt l'enfant n'appartenait pas qu'à sa famille, l'enfant était l'enfant de toute la communauté. Et donc, mes oncles m'ont donné un mariage, donc à 17 ans, à cet homme-là. Et évidemment, je me suis révoltée avec les armes que j'avais. J'ai pleuré, j'ai dit non et tout. Mais comme je le dis souvent, le mariage forcé ne se passe pas voilà, c'est pas comme dans les mauvais téléfilms où on prend la fille, on la met en mariage, on la force. C'est pas ça, c'est plus par le chantage affectif et par la persuasion.
on vous raconte, on vous dit de ne pas faire honte à votre famille, de ne pas trahir les vôtres, ou bien si vous refusez, on va vous mettre au banc de la société, on ne veut plus rien avoir à faire avec vous, et puis à un moment, vous finissez par céder au chantage. C'était mon envie d'écrire, écrire surtout pour pouvoir m'évader, écrire aussi pour pouvoir m'en sortir. Psychologiquement, j'avais besoin d'avoir quelque chose, en fait, de pouvoir confier, d'avoir un exutoire. Et là, je l'ai trouvé dans la littérature, en lisant d'abord, parce que la lecture me permettait d'être partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité, et puis en écrivant pour pouvoir essayer de faire ressortir tous mes ressentis. J'ai eu beaucoup de difficultés à me défaire de ce mariage-là. Je suis arrivée à le faire. J'ai eu un autre mariage. Ça a été un mariage d'amour jusqu'à ce que les violences conjugales commencent et l'oppression. Tu ne sors pas, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu ne parles pas aux gens, tu ne conduis pas, sauf si c'est d'un coin à un autre, tu sors pas sans ma permission, ce genre de choses. Et puis, en ce moment-là, c'était la polygamie, c'était, voilà. Et je me suis posé une question. J'avais 2 filles et je me suis dit, si je reste là et que je ne fais rien, mes filles, qu'est-ce qu'elles deviennent? En fait, la réponse était toute simple. Mes filles, elles auront 14 ans, elles seront envoyées en mariage et je ne pourrai rien faire. Alors, un soir, je me suis enfuie, tout simplement. Pour que je revienne, il est passé par toutes sortes de chantages, kidnapper mes enfants, refuser que je les voie, me priver absolument de tout ce que j'avais, etc. Et évidemment, j'avais qu'un seul objectif, c'était au-delà de pouvoir m'en sortir moi-même psychologiquement déjà de toutes ces violences, mais également l'idée de pouvoir à un moment, le moment le plus important où mes filles auront besoin de moi, être une personne suffisamment assise, suffisamment forte pour pouvoir prendre leur défense et pouvoir les protéger, tout simplement. Et j'ai publié mon premier roman, ça fait 10 ans. Et voilà, aujourd'hui, je suis mariée. Je suis allée très loin dans j'ai été très longue dans la description. C'est très bien parce que c'était tellement intéressant que je n'ai pas osé vous couper. Et ça montre aussi d'où vous tenez votre force aujourd'hui. Vous vous engagez dans le féminisme, vous vous réclamez féministe. Pour vous, qu'est-ce que le féminisme aujourd'hui? En fait, au départ, c'est pas que je me disais pas je vais devenir féministe ou que je vais me réclamer comme une féministe. J'ai publié mon premier roman, il a eu le succès qu'il a eu, et puis tout d'un coup, on découvre un autre univers, l'univers de ces femmes-là qui sont enfermées dans des maisons. Pour la première fois, quelqu'un du Grand Nord, une femme, osait se lever et dire ce qui n'allait pas et ce qui se passait réellement dans cette concession-là. Et donc, voilà, la presse m'a surnommée la voix des sans-voix. Et je me suis inscrite naturellement dans un combat qui était le mien de toutes les façons dès le départ. Maintenant, je n'avais pas forcément mis les mots sur ma bataille ou autre. Aujourd'hui, quand on me dit, bon voilà, c'est une féministe, c'est quoi le féminisme et tout, en réalité, je ne sais jamais comment répondre à cette question parce que si défendre les droits des femmes, parler des problèmes qu'elles rencontrent, essayer d'apporter des solutions, c'est ça, être féministe, alors oui, je suis une féministe. Ceci dit, est-ce que je me reconnais aussi dans d'autres combats entre guillemets féministes où, par exemple, voilà, les revendications vont peut-être au-delà de ce que moi je peux imaginer. Bon, là encore, c'est une autre question. Votre dernier roman a été édité 2 fois. La première édition, dont le titre est Mounial, Les larmes de la patience, est celle de la maison d'édition Proximité au Cameroun. La seconde édition est celle de la maison d'édition Emmanuel Colas, éditée en France et dont le titre est Les Impatientes. Que signifie Mounial et quel est le lien avec le titre Les Impatientes? D'accord. Donc, Mounial, les larmes de la patience. Mounial, c'est un mot peul
qui signifie patience. Mais pas que patience, en fait. Littéralement, c'est patience, mais quand on dit patience à une femme, c'est accepte tout, supporte, résigne-toi, surtout sans te plaindre, en fait. C'est ça que signifie Munyal. Et Munyal est l'une des valeurs de la culture Peul, donc l'une des valeurs de ce qu'on appelle le Pulakus, un ensemble de valeurs qui régissent la société, et une personne qui ne respecterait pas ces valeurs-là serait mise pratiquement au banc de la société, parce que c'est une personne qui va à l'encontre de nos traditions et de nos coutumes. Et donc, il y a donc ce fameux Munyal, il y a ce qu'on appelle le Semtende, c'est-à-dire la pudeur, la honte d'avoir honte, le sens de la dignité, et puis Hakilo, l'intelligence ou la ruse ou même l'hypocrisie. C'est-à-dire, ça peut avoir plusieurs significations. Et donc, Munyal, c'est un mot ou c'est un conseil, une injonction que les femmes écoutent tout au long de leur vie. Quand une jeune fille va en mariage, on commence donc par lui donner tout un ensemble de conseils, et parmi ces conseils, évidemment, c'est Munyal, Munyal, Munyal. Si le mariage est une réussite, ça sera grâce à notre patience, à notre capacité de tout supporter, de tout accepter, de ne pas nous plaindre et de faire notre possible pour que tout aille bien. Parce que le mariage, quelque part, c'est entre nos mains, nous les femmes. Si le mariage est un échec, ça sera de notre faute. Ça sera parce que nous n'avons pas su utiliser le conseil qu'on nous a donné, c'est-à-dire qu'on n'a pas su supporter, accepter, se résigner, se soumettre. Et donc, ça sera de notre faute et évidemment, nous serions donc des mauvaises épouses et des mauvaises personnes. Et donc, pour moi, dès que j'ai commencé donc d'écrire ce roman, je voulais parler des violences, mais je voulais aussi surtout énoncer tout ce conseil, tout cet ensemble de conseils et de phrases qu'on martèle à la jeune fille qui se marie, au lieu de lui dire ce qu'on s'attend à écouter, c'est-à-dire mes félicitations, tous mes vœux de bonheur, etc. Mais là, on vous dit, accepte Munyal, Munyal, supporte tout. Et ce mot martelé, il est martelé donc à toutes les trois héroïnes du roman. Cette jeune fille qui épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle parce que c'est un ordre de sa famille et pour des raisons financières, on lui dit accepte, supporte, Munyal. Cet autre qu'on va donner à son cousin drogué, violent, etc. Un peu comme si on utilisait quelque chose pour calmer le jeune homme. Donc là encore, on ne pense pas à cette fille-là. Et on continue de lui dire Munyal, Munyal, Munyal. Munyal quand il te frappe. Munyal quand tu ramènes une autre femme à la maison. Munyal à tout jusqu'à ce qu'elle ait envie, en fait. Bon, donc, il y a d'abord cette troisième héroïne aussi à qui on apporte la première comme co-épouse et on dit à elle aussi, accepte, supporte, Munyal. Et toutes les trois ont envie simplement de dire une seule chose, j'en ai marre de supporter. Je suis fatiguée de ce fameux Munyal. Sauf que dans notre société, dire cela, ça peut paraître un blasphème parce que ça veut dire qu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout est mélangé, culture, religion et tout ça. Et les femmes sont prises au piège, vraiment. Et donc, le roman Munyal est sorti aux éditions Proximité au Cameroun. Et après le succès qu'il a eu, notamment le prix Orange du livre en Afrique, les éditions Emmanuel Collat se sont intéressées au roman et voilà, donc... Je rappelle qu'au moment où nous enregistrons cet épisode, il est aussi sélectionné au prix Goncourt, donc il est à la 2e sélection, et on croise les doigts que vous ramenez ce prix à la maison. Hein. On croise les doigts. Si on pouvait voter quelque part, je crois qu'on mettrait tout le Cameroun derrière le vote pour ça. Toute l'Afrique pratiquement. Et oui, voilà. Donc, nous, on a voulu, donc, avec Emmanuel, donner un titre beaucoup plus optimiste. Parce que si on voit quand même, ces femmes-là sont des femmes qui se battent, qui ne se résignent pas, qui ne se laissent pas faire d'une manière ou d'une autre. La première qui prend la fuite,
c'est une forme de courage. La seconde qui se réfugie dans la folie, c'est peut-être également une forme de courage. La troisième qui ne se laisse pas faire et qui se dit j'ai ma place, la Dada Saleh, l'épouse, c'est moi, je ne pars pas, je ne quitte pas. Cette première épouse, ou plutôt cette première épouse doit partir pour que quand les autres viendront, qu'elle sache que j'avais déjà une place. Et donc, voilà, ce sont trois femmes qui n'ont absolument pas de mougnal et qui sont impatientes. Alors, je trouve votre engagement assez particulier parce que dans la région du Sahel en général, et en particulier dans le nord Cameroun, il est assez difficile de voir des femmes qui prennent le devant et qui posent les problèmes sur la table. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez eu cette expérience personnellement et que vous venez d'une région qui connaît ces problèmes-là, vous seriez mieux entendu par les jeunes filles? Est-ce que vous, ayant cette expérience, c'est vous êtes un peu plus accessible que, par exemple, une ONG qui viendrait d'Occident et dirait la même chose que vous? Oui, exactement, je le pense. Vous savez, quand on vient d'une région, quand on a vécu toutes ces choses, on a quelque part la légitimité de pouvoir évoquer ces sujets-là sans qu'on ne vous dise oui, mais vous comprenez pas, oui, c'est pas, en fait, c'est parce que vous voulez nous imposer votre culture et tout ça. Je suis voilà, de la région, je connais exactement la problématique et je pense que pour toutes les régions du monde et pour toutes les cultures, quand on veut trouver des solutions, il faudrait évidemment s'adapter aux croyances de cette région-là, de cet espace géographique, et pour pouvoir donc apporter des solutions adaptées à leurs problématiques. Et c'est ce qui nous manquait, je pense, jusqu'à présent dans le Nord Cameroun. Il y a des ONG, bien entendu, il y a même le ministère de la promotion de la femme et de la famille et tout. Mais quand ce sont des personnes qui ne sont pas de là, qui viennent pour essayer de dire que oui, il y a un problème, en ce moment-là, évidemment, on n'est pas écouté. Pas du tout. Donc, oui, je pense que les jeunes filles peuvent aujourd'hui trouver en moi un modèle, mais je peux également travailler avec d'autres ONG, travailler avec des institutions ou même voilà, avec des personnes qui ont peut-être un peu plus confiance parce qu'ils se disent que je suis quand même leur sœur, leur fille et que voilà, si on parle de religion, je peux moi démontrer à travers les tests qu'en réalité, ça n'a absolument rien à voir. Et quand on parle de culture, c'est la même chose. Justement, à la suite de ce que vous étiez en train d'expliquer, vous êtes la présidente de l'association Femmes du Sahel. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les activités de cette association et comment est-ce qu'on pourrait l'aider si on a envie de l'aider? Ouais. Donc, l'association Femmes du Sahel, c'est une association que j'ai créée en 2012 après un programme de leadership aux États-Unis. Donc, l'association est une association à but non lucratif. Le périmètre d'action, c'est le Grand Nord Cameroun et ensuite toute la zone du Sahel. Nous avons deux volets, le volet éducation et puis le volet développement. Le volet éducation, c'est plus pour accompagner généralement les filles. Donc, nous avons des activités comme le parrainage d'enfants. L'année dernière, nous avons 400 enfants parrainés par l'association avec 80% de filles. Cette année, nous sommes en train de réunir les fonds déjà pour commencer à parrainer. Déjà, dès la semaine prochaine, nous serons dans un premier village parce que nous travaillons surtout dans les zones rurales où évidemment, les garçons, les filles ne sont absolument pas égales aux garçons en termes donc d'éducation et tout. Et donc, quand la famille vit dans la précarité, ils vont privilégier l'éducation du jeune homme par rapport à celui de la jeune fille. Et puis, nous essayons de faire beaucoup de causeries éducatives et de sensibilisation sur le mariage précoce et forcé avec les filles, comment se prémunir des violences.
et comment donc réagir face à une proposition de mariage précoce et forcée. Nous créons aussi des petites bibliothèques scolaires dans des zones très, très, très isolées où les enfants peuvent finir le cycle primaire sans avoir jamais vu un livre de leur vie. Donc là, c'est des caisses toutes simples où nous mettons des manuels scolaires et puis des livres, des albums pour enfants, des bandes dessinées pour permettre donc aux enfants en milieu rural de pouvoir donc s'évader par les livres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait l'expérience partout quand on va dans les zones rurales, dans le Grand Nord Cameroun, quand on demande à un enfant plus tard, qu'est-ce que tu veux devenir? En fait, l'enfant, il vous regarde parce qu'il ne comprend pas trop bien la question. Et puis ensuite, il vous dit, à la limite, le plus amusé, il vous dit chauffeur. Parce qu'il ne peut pas, en fait, imaginer autre chose. Pas, en fait. Il ne peut pas rêver par exemple, de la même manière qu'un jeune dans une ville qui a la télé, qui a les réseaux sociaux, qui a les livres et qui voit des images, qui peut voir les avions voler et qui se dit je veux être pilote. Non, pour lui, le summum, en fait, c'est quelqu'un qui conduit une voiture. Et donc, lui, il veut être chauffeur, c'est tout. Et pour la jeune fille, pour la petite fille, quand on lui demande, elle veut être maman, c'est tout en fait. Ils ne peuvent pas se projeter plus loin que ça. Et évidemment, pour les parents aussi, quand on vit dans un milieu, dans la précarité, dans un milieu où il n'y a pas de sécurité, surtout lié aux institutions de Boko Haram, dans un milieu où l'environnement est complètement à terre, les climats, il ne pleut plus, la sécheresse et tout, et quand on lui dise, oui, mais il faut inscrire ton enfant à l'école parce que 20 ans plus tard, il deviendra ceci ou cela. On ne se projette pas 20 ans plus tard, on se projette juste le lendemain et sur les questions essentielles de survie. C'est tout en fait. Donc l'association, c'est vraiment le côté éducation. Ça, j'ai un peu essayé de vous balayer ça. Nous faisons énormément de sensibilisation dans les collèges et les lycées, surtout avec des jeunes filles. À titre d'exemple, nous avons sensibilisé 7000 filles il y a 3 ans avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Et évidemment, ça, à chaque fois, nous essayons d'envoyer des dossiers pour pouvoir avoir le soutien nécessaire pour pouvoir continuer dans ces sensibilisations-là. Et puis, il y a le volet développement. Le volet développement, c'est tout simplement encourager les femmes à avoir des activités génératrices de revenus. Parce que les femmes qui subissent des violences, c'est-à-dire le mariage précoce et forcé d'abord, qui est la plus pernicieuse de toutes les violences parce qu'elle entraîne toutes les autres. Une fille qui se marie tôt, évidemment, elle subit le viol conjugal, elle subit des violences physiques, des violences morales, etc., des violences économiques et tout. Donc, tant que les femmes resteront dépendantes financièrement, évidemment, elles ne peuvent pas se protéger ni protéger leurs enfants. Et évidemment, elles ne peuvent pas non plus avoir accès au planning familial parce qu'elles ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Donc, nous parlons, nous discutons beaucoup avec des groupes de femmes, nous essayons de les encourager d'avoir des activités liées plus à l'agriculture en mettant en place des motopompes, à l'élevage en constituant un petit troupeau, surtout de petits bétails, parce que les bœufs et autres, ça c'est très compliqué. Mais si on fait des genres de poulailler, les chèvres et tout, c'est beaucoup plus facile à gérer. En leur octroyant également des petits crédits. Parce que justement, les femmes, elles n'ont pas accès à l'argent, elles n'ont pas vraiment de biens et évidemment, quelquefois, elles ont des projets, elles ont envie de monter un commerce, de faire des choses, mais elles n'ont pas les moyens. Bon, l'association n'a pas de grands moyens non plus, mais le genre de crédit de 50 000 francs, 60, 80 000, ça, on peut leur donner et évidemment leur apprendre très doucement à comment pouvoir gérer leur argent. Nous faisons aussi de l'alphabétisation, et le plus souvent, nous travaillons avec d'autres associations. En fait. D'accord. Je rappelle donc le nom de l'association, c'est Femmes du Sahel, qu'on peut facilement trouver sur Internet. Vous avez aussi une page Facebook. Donc, pour tous ceux qui aimeraient apporter leur soutien à l'association, ils peuvent directement aller sur votre page Facebook et vous contacter. Vous allez leur donner les informations, comment vous aider. On peut nous écrire sur femmesdusahel@yahoo.com. D'accord, très bien.
Et comment ont accueilli les hommes Peul vos romans? Parce que tous vos romans tournent autour des injustices faites aux femmes. Et j'ai un peu eu de contact avec la communauté Peul et je connais la fierté de ces hommes-là. Comment est-ce qu'ils ont accueilli Comment Natacha sourit parce qu'elle aussi, elle connaît un peu cette communauté. Elle est particulière. Moi, je les adore. Il y a une fierté qui est incroyable chez ces hommes. Et donc, comment ils ont accueilli tes romans, et en particulier le dernier, Les Impatientes? Pardon. Déjà, je commence par le premier. Je viens avec, déjà, je vous ai raconté, je me suis enfuie, je suis partie, je n'ai pas cédé aux pressions, j'ai écrit un roman, je le publie et puis je fais marche arrière. Je rentre. C'est quand même une forme de courage. Donc, je rentre et puis je viens avec un roman dont le titre est quand même très, comment dire, quelquefois provocateur, hein, je pense, parce que c'est Walande, Walande, qui signifie nuitée conjugale, l'art de partager un mari. Donc ça, c'est le titre du roman et j'organise une dédicace. Évidemment, au départ, personne ne sait de quoi il s'agit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Et puis, on se rend compte et j'invite absolument tout le monde. Et je m'appuie justement sur l'association internationale de Peul du monde. Oui. Donc, ça Elle est s'appelle très le puissante. capital, voilà, capital pour la Cour internationale, dont le président, quand même, c'est un homme Peul, voilà, d'une grande fierté et tout, vraiment très, très Peul, et qui adore la culture, et qui est très féministe. Je me dis ça comme ça, et qui est très ouvert. Et lui, il m'apporte son soutien et il m'aide à organiser. Et puis, voilà, on a les intellectuels, le professeur Saïbou Issa de l'École normale de Maroua, de l'Université de Maroua, qui accepte de faire la note de lecture. Le gouverneur de la région à l'époque, M. Betty Assomo, qui, en voyant que c'est une femme Peul du Grand Nord, décide de venir à la dédicace et d'apporter son soutien. Et évidemment, quand on est entouré de personnes aussi puissantes et qui ont un charisme, on se sent immédiatement beaucoup plus fort pour pouvoir parler parce qu'on sait qu'on a des personnes quand même qui nous soutiennent et qui sont prêts à nous aider. Les hommes, ils ont réagi de manière, voilà, mitigée. Donc, il y a les jeunes qui sont absolument pour, parce qu'ils veulent changer, ils rêvent d'autres choses. Évidemment, il y a une ouverture sur le monde, c'était le moment. C'était quand même en 2010, on commençait avec les réseaux sociaux, Internet et tout. Et puis, on a les moins jeunes qui ne comprennent pas et qui peuvent d'un seul coup faire des attaques sur oui, mais c'est contre l'islam ce que tu dis. Je dis non, c'est pas contre l'islam parce que voilà les tests. Oui, mais ça va à l'encontre de notre culture. Non, ça va pas à l'encontre de notre culture parce que notre culture, tant qu'elle va créer des souffrances, c'est pas bien. On va conserver ce qui est bon dans la culture et puis on va rejeter le reste. Oui, mais tu ne respectes pas notre culture de toutes les façons. Oui, si, je respecte notre culture parce que voilà, quand vous me voyez, je suis une Peul, je suis fière de l'être et je respecte ça. Et donc, voilà, les jeunes, ils sont vraiment derrière. Et petit à petit, les gens commencent à comprendre et tout. Au départ, on a eu quand même pas mal de menaces, quelquefois très, très effrayantes. Pas mal d'attaques pendant les conférences et autres avec des personnes qui sont prêtes à tout. Mais je pense que pas mal de fierté également. Et les gens qui sont fiers et qui soutiennent sont plus nombreux. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, je ne gère pas les susceptibilités. J'avance avec ceux qui veulent avancer et puis c'est tout. Très bien. Je vais passer la parole à Natacha qui va poser ses questions maintenant. C'est à toi, Natacha. Ouais, bonjour, Madame Djaïli. Bonjour. Donc, oui, j'avais juste quelques questions à vous poser concernant le livre. Hein. La première, c'est par rapport à la réception du livre. Donc, Les Impatientes, c'est la surprise
du Goncourt de cette année. Hein. Il a été, Madame Assel Nadal l'a dit, il a été sélectionné pour le second tour du prix littéraire. Moi, en tant que critique cinématographique, forcément, je fais toujours le parallèle avec le cinéma. C'est comme ça, je n'y peux rien. Hein. Et en fait, votre livre m'a fait penser au film de Fatima de Philippe Faucon, qui a, pareil, été la grande surprise du César 2016, où il a eu le prix du meilleur film. Et j'ai trouvé que Fatima, donc, comme Les Impatientes, ont en commun, comment dire, à la fois la sincérité, la subtilité et la délicatesse. Donc, dans votre cas, c'est dans l'écriture, et c'est aussi quelque chose que j'avais ressenti dans le scénario et la réalisation de Fatima. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment en commun ces trois aspects-là. Et du coup, je m'interroge, je me dis, est-ce que en tant qu'auteur, quand on écrit, on se dit, je veux transmettre ça, je veux transmettre telle émotion, ou c'est quelque chose qu'on a naturellement, c'est quelque chose qui, entre guillemets, découle de notre personnalité. Donc voilà, j'avais cette interrogation-là. Vous savez, le roman Les Impatientes, ou Mounial, avec son premier titre, ça a été l'un des romans quand même les plus difficiles que j'ai eu à écrire. Parce que quand on parle des violences, et que je le dis dès le départ, le roman est inspiré des faits authentiques. Ce n'est pas une autobiographie forcément, mais c'est inspiré des faits authentiques. Et évidemment, quand je dis que c'est inspiré des faits authentiques, c'est quelquefois mon histoire. Je me suis inspirée de tout ce que j'ai vécu. Je me suis inspirée de ce qu'ont vécu mes sœurs, mes cousines, mon entourage, des femmes de ma société, mes amis et tout ça. Et donc, pouvoir décrire des scènes d'une extrême violence ou pouvoir transmettre les émotions liées quand même à ce que ressentent au plus profond d'elles des femmes, pour moi, c'était difficile parce qu'il y avait des moments où je m'écroulais sur la table et je me mettais à pleurer tellement c'était, décrire le viol quand on est une femme et qu'on a eu à subir ça, c'est extrêmement difficile. En même temps, on se libère, mais en même temps, voilà. Et personnellement, quand je commence à écrire, surtout ce genre de scène avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de violence et tout, et que moi-même je ne le ressens pas et que ça ne me fait pas mal au point où j'ai des larmes qui coulent, je sais que je ne suis pas arrivée à transmettre en fait. Donc voilà, c'est personnellement je fais pas vraiment d'efforts pour pouvoir transmettre ces émotions, mais évidemment étant donné que je peux comprendre tout ce que ces femmes dans les livres vivent parce que je l'ai vécu moi-même, donc évidemment c'est beaucoup plus difficile. À un moment, on a envie de crier sa colère, vous voyez, et d'accuser tout le monde ou d'apporter un jugement. Mais ça, je me suis vraiment beaucoup retenue de le faire. Je voulais tout simplement dire ce qui est et laisser les autres juger, en fait, tout simplement. Et me retenir, voilà, de transmettre toute la colère que je pouvais avoir tout au fond de moi pour pouvoir raconter les choses et dire les choses telles qu'elles sont avec toute la délicatesse. Parce que quand on évoque, pour moi, c'est totalement difficile aussi de pouvoir parler de certains sujets par rapport à ma culture et quelque part, je peux dire que je m'autocensure moi-même jusqu'à présent parce que je n'arrive pas peut-être à aller jusqu'au bout des choses, mais j'avais quand même besoin de transmettre aussi cette légèreté, cette délicatesse, cette pudeur liée à notre culture et dire des choses graves sans apporter de jugement, raconter ce qui se passe comme c'est et puis laisser les autres juger et dire eux-mêmes s'ils pensent que c'est bien ou si c'est pas bien, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais voilà, ça c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, moi. Non, vous avez parfaitement réussi et ça fait une très belle transition pour la seconde question d'ailleurs, parce que justement, donc vous racontez effectivement dans le livre et comme vous le dites de manière, en tout cas vous essayez de le faire de manière le plus
neutre, mais neutre tout en gardant le point de vue des personnages. Hein, donc, j'entends. Donc, vous racontez la banalité du mariage arrangé et de la polygamie de manière la plus simple. Hein. Et aussi, ce sont les choses les plus simples qui sont souvent les meilleures, hein, qui sont les plus brillantes, entre guillemets. Et sur beaucoup de points, votre livre m'a fait penser à la série Maîtresse d'un homme marié. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, je m'explique. Par exemple, à la page 158, hein, donc, lorsqu'il est conseillé à Safira, donc la première épouse de Aladji Issa, pour un peu recontextualiser, je cite ce que vous écrivez. « Séduis-le par ton comportement généreux, par ta présence agréable, par ta cuisine savoureuse. » Et en fait, le conseil m'a rappelé le comportement de Lala. Lala, donc le personnage, donc la femme qui est dans la série Maîtresse d'un marié. Et dans une analyse de Yiri TV, hein, c'est une analyse de la série, il y avait une internaute qui avait fait référence à un concept sénégalais qui s'appelle le mounier. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous m'excuserez s'il y a des téléspectateurs sénégalais qui écoutent. Et elle expliquait que le mounier, c'est un terme wolof qui décrit l'attitude qu'on attend de la Sénégalaise quand elle se marie et qui pourrait se traduire par abnégation, l'endurance, un peu ce que vous disiez. Hein, voilà. Et donc, l'internaute a pris l'exemple de Lala de la série pour expliquer jusqu'où ce concept peut aller, les dérives que ce concept peut avoir. Et donc, ma question était la suivante. Est-ce que le monial que vous dénoncez dans votre livre, hein, du moins l'interprétation abusive quand il s'agit des femmes, parce qu'on voit qu'il y a aussi des hommes aussi, on leur demande d'appliquer ce principe-là, mais quand il s'agit des femmes, c'est autre chose, c'est l'interprétation qui est différente. Donc, est-ce que ce principe-là, il existe aussi dans d'autres cultures? Voilà, c'était ça ma question, parce que mounier, mounia, je me suis dit, est-ce que c'est pas la même chose? Ça ressemble beaucoup. Voilà, c'est ça. Ah, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est absolument la même chose. Donc, mouniol et tout ça, c'est la même chose. Et ce concept-là et cette culture-là, elle se retrouve dans toute la zone du Sahel, en fait. Moi, je parle du Nord Cameroun, mais tout ça, c'est très valable au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et autres. C'est la même chose. C'est la même culture et c'est les mêmes conseils qui sont appliqués et quelquefois c'est même les mêmes mots en réalité. Donc c'est les intonations tout simplement qui vont différer d'une zone géographique à une autre. Donc maîtresse d'un homme marié, je n'ai pas regardé la série, mais je vais le faire parce qu'on m'en a tellement parlé. Et à chaque fois, je me dis, oui, mais il faut que je m'assieds, que je prenne le temps de bien voilà, en profiter et tout. Et ça ne m'étonne pas parce que, comme je le disais, c'est le même principe partout. À la première épouse à qui on va imposer une coépouse, parce qu'évidemment, c'est toujours une décision unilatérale, c'est l'homme qui décide. On dira à la femme, s'il a pris une deuxième épouse, c'est que quelque part, il y a un manque. Et que ce manque-là, en réalité, c'est un peu de ta faute. Et donc, du coup, tu devrais faire plus d'efforts pour lui. C'est-à-dire que c'est lui qui vous impose une coépouse, c'est lui qui vous trompe, mais c'est à vous de faire des efforts, une fois de plus. Et c'est valable partout. C'est la même histoire, en fait. Donc, partout où on retrouve dans la culture, partout dans la zone sahélienne, c'est absolument la même culture. Aussi bien chez les Peuls que chez les Haoussa, que chez les Wolofs, etc. C'est pratiquement la même chose. Une culture qui est, comment dire, qui se colle un peu à l'islam. Et évidemment, on n'arrive pas à faire l'amalgame en ce qui concerne tout ce qui est test religieux et tout ce qui est culture. Dans Les Impatientes, il y a beaucoup d'ironie. Beaucoup d'ironie, presque à la limite du sarcasme. Hein, donc voilà. Je lis juste 2 passages qui m'ont beaucoup amusée. C'est pour donner un peu envie aux téléspectateurs, aux spectateurs de lire votre livre et surtout leur donner une idée de votre ironie. Voilà.
cette douce ironie, je dirais presque. Donc, le premier, passage, c'est à la page 53. Lorsque vous écrivez, hein, c'est Ramla qui parle. J'étais parvenue à rendre fou d'amour un homme réputé pour sa richesse, sa rigueur et son exigence envers les femmes. J'avais même réussi le double exploit de le rendre polygame, cet inconditionnel monogame. C'est assez drôle. Ou encore, il y a un autre passage qui m'a beaucoup amusé un peu plus tôt, donc c'est la page 47. Donc là, voilà. Et magnanime, donc il proposa à Aminou de choisir une autre de ses filles. Donc on parle là du papa de Ramla. Zaitouna, ma demi-sœur, a juste quelques mois de moins que moi. Ou alors Jamila, oui, ma sœur de même mère. Elle a 1 an de moins et nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Pourquoi pas elle? Ou alors n'importe laquelle des filles de mes oncles. Il y en a bien encore une dizaine à marier. Donc voilà. Donc, si vous voulez, c'est que tout le livre se caractérise par ce ton à la fois mi-doux, mi-impertinent, mi-irrévérencieux. Comment cette ironie, comment cette impertinence est reçue? Est-ce que elle est comprise? Et si oui, comment est-ce qu'elle elle est analysée? Est-ce qu'elle est perçue comme irrévérencieuse, justement? Je pense que, vous savez, comme c'est quand même un livre qui vient pratiquement 7 ans après le premier, les gens sont se sont quelque part habitués à ma façon de parler, de m'exprimer, d'être, comme vous dites, soit ironique, soit très très dur, soit à la fois d'une manière très douce, très calme, dire les choses les plus graves avec voilà. Donc du moment que c'est parti et que je me suis imposée comme une figure de la littérature, en réalité, je n'ai plus eu voilà, des difficultés majeures par rapport à ce livre-là. Les critiques, en réalité, c'est plus pour les personnes qui lisent et qui peuvent faire des remarques. Ces personnes qui sont négatives et qui aimeraient et qui vont insulter ou faire des remarques négatives, ce sont des personnes qui, justement, ne vont jamais lire le livre ou ne vont jamais essayer d'aller jusqu'au bout pour pouvoir comprendre le contenu et ce que je veux vraiment dire. Donc, en réalité, ce roman-là, Mounial et les Impatients, a été plutôt bien accueilli parce que c'était attendu en fait. C'était surtout des personnes qui aimaient déjà mon style, qui aimaient ce que je racontais, qui se sont dès le départ procuré le livre et qui l'ont commenté et tout ça. Et voilà. Il n'y a pas eu de problème majeur par rapport à ce que je dis et tout ça. Quelquefois, des petites remarques, c'est très difficile, c'est très dur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu n'exagères pas? Tu fais pas un peinture plutôt noir de ce qui se passe en réalité? Mais non, c'est inspiré de faits réels. Le secret des femmes aussi, c'est inspiré de faits réels. On ne va pas tout dévoiler aux spectateurs, mais on va leur découvrir c'est quoi le secret des femmes pour retenir la zone à la maison. Oui, c'est ce qui se passe. Et puis, c'est écrit dans le roman, il n'aura que ce qu'il mérite. Ok, bon, une petite dernière question. Et là, pour le coup, c'est moi qui serait un tout petit peu impertinent. Hein, voilà. Dans le livre, vous employez beaucoup d'expressions et un vocable qui parfois est très métropolitain. On va dire franco-français de France. Donc, je prends par exemple. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu. Peut-être que j'ai tort, peut-être que l'autre personne dira le contraire. Je prends par exemple lorsque vous employez échec et maths, franchir le Rubicon, ce type d'expression-là que je comprends, mais des fois je m'interroge, je me dis, est-ce que le Camerounais lambda, lui, il va le comprendre? Et est-ce que ça va lui parler, ce type d'expression? Parce que ces expressions-là, c'est plus que des expressions, c'est un contexte aussi social et un contexte historique surtout derrière une expression. Donc, comment est-ce que vous intégrez ce paramètre-là dans votre écriture à vous?
Et est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que, voilà, c'était ça ma question en tant qu'auteur. D'accord. Vous savez, en fait, je vais sur deux volets. Il y a un côté où quand j'écris, je mets énormément d'expressions peul ou d'expressions camerounaises. Et puis, il y a cet autre côté que vous évoquez où, voilà, j'écris en français avec des expressions tout à fait françaises. Et je pense que je ne me rends même pas compte de ça, en fait, en écrivant. J'ai tellement lu et lu des auteurs tout style d'auteur, mais déjà le plus jeune âge, j'avais lu pratiquement tous les classiques. Et donc, ça devient une façon de parler, une façon de m'exprimer qui vient tout naturellement et l'éditeur ne trouve pas à redire à ce genre de choses. Mais par contre, mon éditrice française, elle a eu du mal avec certaines expressions peul. Par exemple, oui, par exemple, bon, échec et maths ou autre, là c'est bien, ça passe. Mais quand j'ai dit, voilà, et ça c'est dans la première édition du roman, Dada Sare, Tidere Sare, c'est-à-dire maman de la maison, poubelle de la maison, elle me dit non, mais ça va pas, non, on ne traite pas une femme de poubelle. Je dis, cherche une expression qui peut mieux traduire ce que tu veux dire. Je dis, oui, mais en réalité, littéralement, c'est ça. On traite cette femme-là de poubelle, elle doit accepter tout, elle devient comme une poubelle. Et elle me dit, non, ça passe pas, en France, c'est pas possible et tout. Donc, en réalité, quand nous sommes dans la nouvelle littérature camerounaise, ce concept de Pademongo à l'université, donc la Nolika, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où on écrit quand même en français, mais tout en réfléchissant ou en ayant des idées déjà dans notre langue maternelle et dans notre culture. Et c'était plus ça, en fait, avec la première version de Mounial, où on a beaucoup d'expressions peul, on a beaucoup de proverbes, mais aussi beaucoup de termes que j'essaye, moi, de traduire littéralement et qui, à la fin, ne donnent pas le même sens en français que, voilà. Mais en ce qui concerne votre question et les expressions franco-quoi, vous avez dit? Franco-française ou quoi? Franco-française ou franco-métropolitaine, comme vous voulez. Voilà, métropolitaine. Là, franchement, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. C'est peut-être parce que j'ai dévoré trop de classiques. Mais c'est naturel, en fait. Naturel, d'accord. Merci, Natacha. C'était très intéressant. Et merci aussi, Djaïlil Almal. On arrive au terme de notre entretien, malheureusement, parce que j'aurais pu continuer jusqu'au soir. Hein. Pour terminer, si vous aviez des conseils à donner à une jeune fille qui nous écoute et qui peut-être traverse des moments difficiles actuellement dans son ménage ou qui subit des violences, quels seraient ces conseils? À une jeune fille, ce que je vais lui dire, c'est tout simplement vis ta vie, va au bout de tes rêves. Tu es une jeune fille, tu es capable de faire tout. Il est hors de question qu'on te dise qu'une jeune fille devrait plutôt choisir de faire art au lieu de faire science, d'être infirmière ou parce qu'elle ne peut pas être médecin ou parce qu'elle ne peut pas être pilote ou autre. Une fille a le droit d'être tout ce qu'elle a envie d'être aujourd'hui. Et donc, et puis surtout, si on va dans le contexte du livre, si quelqu'un vous parle mal, ou si quelqu'un ose lever la main sur vous, immédiatement, c'est un geste de trop. Partez, n'acceptez pas ça. Plaignez-vous, vous voyez des grandes personnes autour de vous, les parents et autres qui sont là pour vous protéger. Et aux autres femmes, je dirais tout simplement ce que je dis dans le roman, partir, c'est aussi une forme de courage. La première gifle, c'est déjà une gifle de trop. Tout simplement, ça, j'y tiens beaucoup parce que les violences faites aux femmes, surtout les violences physiques, c'est universel. On ne parle pas que des femmes au Sahel, c'est vraiment universel, c'est pour le monde entier et toutes les femmes devraient se tenir la main et avancer ensemble parce qu'il faut le rappeler encore une fois, ce sont les femmes elles-mêmes qui continuent de perpétuer les violences contre les autres.
Merci. Si on veut vous contacter, si on a des questions à vous poser, comment on fait? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Je pense que le plus facile, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Et donc, on peut me contacter via ces réseaux-là et évidemment, je vais répondre. Et puis, par mail, Jaili underscore amal@yahoo.fr. Très bien. On est arrivé au terme de notre entretien. Je vous remercie, Amal. Parfois, je vous appelle Jaili, parfois, je vous appelle Amal. Ils sont tous jolis, vos prénoms. Et merci encore d'avoir passé ce bon moment avec nous. Merci, Natacha. Pour tes questions et ta présence qui était très enrichissante aussi. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion toutes d'échanger une prochaine fois. En tout cas, merci à toutes. Merci beaucoup. C'était avec très, très, très grand plaisir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.